Bonjour et bienvenue sur Clic Droit. Aujourd'hui dans le cours de sciences politiques, les modèles de conflictualité sociale en Europe occidentale. Parfois, le vote ne suffit plus à faire entendre sa parole dans l'espace démocratique. Aussi, les mouvements sociaux sont également, avec le vote, un élément primordial de l'expression des opinions et des revendications au sein d'une démocratie, puisque, comme l'expliquait très bien Alexis de Tocqueville dans La démocratie en Amérique, la démocratie n'est pas qu'un régime politique, c'est également une forme de société. Les conflits liés au travail ont servi de genèse de types de conflits génériques aux formes de la contestation sociale, puisque les conflits liés au travail, et notamment les conflits ouvriers, ont pu structurer l'histoire sociale des politiques des régimes européens. Ils en recouvrent ainsi les traits culturels et historiques. Nous verrons donc dans un premier temps les modes d'action des conflits sociaux, à savoir la manière dont le conflit social apparaît et se présente dans les sociétés occidentales, ainsi que les évolutions récentes qu'ont connues ces formes de conflictualité. Donc, dans un premier temps, quelles sont les modalités d'action des conflits sociaux? Elles ont connu une évolution notable, surtout au XIXe siècle, puisque le modèle originel est ce qu'on appelle le modèle insurrectionnel, l'image de la barricade, née pendant la Révolution française. Il s'agit de contester ou d'interpeller les institutions et l'ordre social et politique. Ce modèle est fondé sur des rapports de force violents, avec une très forte visibilité. C'est la barricade, l'émeute, l'insurrection, la révolution populaire, dans la rue ou ailleurs. On a notamment pu le connaître partout dans l'Europe, entre 1789 et tout le 19e siècle, en France jusqu'en 1871 avec la Commune principalement. La légalisation du droit de grève en France en 1864 et en Angleterre en 1875 a vidé de son contenu ce modèle insurrectionnel en permettant le développement du syndicalisme et donc de la pacification de l'espace social en substituant le rapport de force violent à un rapport de force fondé sur le dialogue et la négociation. Et notamment sur un autre mode d'action, et on est donc passé de la révolution ou de l'émeute à la grève et la négociation sociale. Il existe donc actuellement en Europe occidentale deux principaux modèles dominants. Le premier est le modèle contestataire, qui est principalement présent là où les syndicats sont dispersés et peu représentatifs de leurs salariats. Le rapport de force s'exerce donc a priori, principalement par le biais de la grève, entraînant ainsi parfois la paralysie du pays, et donc des négociations difficiles qui nécessitent l'intervention de l'État comme arbitre entre les syndicats et les entreprises. C'est principalement le cas en France et en Italie. Alors en dehors de la France et de l'Italie, il existe un autre modèle qui est ce qu'on appelle le modèle non contestataire, où là, les syndicats sont concentrés et véritablement représentatifs de leurs salariats. C'est notamment le cas en Allemagne, dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni. Ce modèle est caractérisé par des négociations préalables systématiques. Le conflit n'intervient ainsi qu'en dernier recours et pas comme mode de sommation du patronat. Dans le cas allemand, ce modèle est encore plus poussé puisque les syndicats sont co-gestionnaires et participent donc dans le cadre du dialogue social à la gouvernance générale de l'entreprise. La manifestation tend ainsi, que ce soit dans le cadre du modèle contestataire ou dans le cadre du modèle non contestataire, à se diffuser parmi d'autres populations, que ce soit les artisans, les commerçants ou les fonctionnaires. Comment peut-on mesurer la conflictualité au sein d'une société, maintenant qu'on a vu les différentes modalités d'action? Il existe un indice qu'on appelle l'indice des journées individuelles non travaillées, le JINT. On compte ainsi ces journées individuelles non travaillées pour 1000 habitants. Ainsi, l'Italie a un taux de 900 journées individuelles non travaillées pour 1000 habitants en moyenne sur le XXe siècle, ce qui est particulièrement élevé. La mesure de ce degré d'intensité des conflits doit être mise en parallèle avec le degré de politisation des conflits, puisque plus un conflit est difficile à résoudre, moins la négociation a sa place, parce que les idéologies sont plus fortes, le conflit est davantage politisé et donc davantage violent. C'est notamment le cas en France par rapport à l'Allemagne. Ainsi, le recours à l'argument idéologique et l'argument politique est principalement caractéristique des pays avec de très forts taux de journées individuelles non travaillées,
contre les situations allemandes où la grève est plus rare du fait d'une négociation préalable beaucoup plus poussée. Toutes ces évolutions sont principalement liées à l'évolution des structures économiques, puisque notamment dans le cadre industriel. On est ainsi passé du modèle fordiste, qui était caractérisé par le plein emploi, la croissance, où les négociations étaient centrées sur les salaires, avec un très fort rôle de l'État dans la réglementation sociale, et où les mouvements sociaux étaient nationaux, à un modèle post-industriel du conflit social, qui est principalement lié au chômage et à la faible croissance, où la négociation n'est plus centrée sur le niveau de salaire, mais sur l'emploi. L'État délègue ainsi aux partenaires sociaux la tâche d'une participation à la réglementation sociale. Et de plus, le mouvement social n'est plus nécessairement national, mais peut être doublé de mouvements sociaux locaux, par exemple lors de délocalisation d'entreprises, ou transnationaux, comme on a pu le voir notamment avec le phénomène des indignés. Merci beaucoup.